Salut à toutes et à tous, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et il s'agira du dernier top de cette année 2023. Enfin, qui sortira de l'année 2023. On va peut-être un autre top qui arrivera par rapport aux phases 1 à 4 du MCU. Mais voilà, ça c'est un détail, ça arrivera peut-être juste avant l'été ou voilà quelque chose comme ça. Donc du coup, c'est le top des films 2023. Et pareil que pour les séries, il y aura une partie le top des critiques et une partie le top mon top à moi. Et voilà. Donc, prenez votre popcorn et votre volume de cinéma parce que c'est parti. On commence tout simplement par le top 40 critique. Et le dernier de ce top 40 est bien sûr Arthur Malédiction qui obtient la note de 1,1 sur 5. Et oui, il s'est fait défoncer parce qu'il le mérite. C'est un film de merde. Fait par des merdes qui font quelque chose, qui prennent quelque chose d'énorme, de génial qu'est la saga d'Arthur et Minimoys pour en faire de la merde. On continue avec La Bulle qui était sur le papier très sympa mais au final pas ouf du tout. Mais vous verrez ça dans ma partie comment ça s'appelle avis. La Bulle obtient une note de 1,7 sur 5 et cette place à la 39e place. En 30, numéro 38 on retrouve Les Secpas qui obtient la note aussi de 1,7 sur 5. C'est un peu de stuff, c'était très sympa les gens découvrent. Alors on retrouve ensuite numéro 37, L'Âge de glace et la Black Wild qui obtient la note de 1,9 sur 5. En gros c'est L'Âge de glace Wish. Sauf que L'Âge de glace était déjà mauvais à partir du 4-5, donc ça allait encore plus avec 15 spin-off. Donc voilà. On continue ensuite avec en numéro 36 avec Pinocchio de Robert Zemeckis qui a personnellement la note de 2. Je suis un peu déçu pour ce film quand même, je sais pas. Mais bon, on verra ça dans la partie à vie. On continue en numéro 35 avec Morbius qui obtient la note surprenante de 2,3 sur 5. Voilà. Ensuite en numéro 34, L'Agneau au musée, le retour de Kamunra qui obtient la note de 2,3 sur 5. Là c'est un spin-off de L'Agneau au musée réussi. C'est très réussi, c'est très chouette. En numéro 33, Jurassic World, le monde d'après. Très décevant de voir une note comme ça pour un film aussi bien. Parce que comme vous l'avez vu sur la chaîne, je l'ai adoré ce film. Qui obtient la note de 2,3 sur 5. Ensuite en numéro 32 on retrouve Thor Love and Thunder avec 2,4 sur 5. Et en numéro 31, Hocus Pocus 2 qui obtient la note de 2,5 sur 5. Et pourtant c'était très sympa. On continue avec les places 30 à 21 du classement. Donc en numéro 30 on retrouve Hollywood Stargirl qui obtient la note de 2,5 sur 5. Je trouve que c'est injustifié parce que c'était quand même un très chouette divertissement, mais vous verrez ça dans ma partie à vie. Je n'arrête pas de parler de mon avis avant la partie à vie. On continue ensuite avec Avalonia l'étrange voyage en numéro 29 avec la note de 2,6 sur 5. En numéro 28, One Piece Red qui obtient la note de 2,8 sur 5. En numéro 27, Black Adam qui obtient la note de 2,9 sur 5. En numéro 26, Hôtel Transylvanie Changement Monstre qui obtient la note de 3 sur 5. Un spin-off raté enfin pas un spin-off mais une suite de trop, là c'est la suite de trop de Hôtel Transylvanie. Numéro 25, Super Héros Malcolm, la bande à Fifi qui fait un très chouette film. En numéro 24, Les Gardiens de la Galaxie, Joyeuse Fête, un spin-off pas un spin-off mais un... si on va dire un spin-off, non, c'est plutôt un spécial édition de Noël, mais qui obtient la note de 3 sur 5 qui était très sympa. En numéro 23, Les Animaux Fantastiques, le Critique Secret de Dumbledore qui obtient la note de 3,1 sur 5 malgré les critiques. Très surprenant. En numéro 22, Black Panther Wakanda Forever qui obtient la note de 3,2 sur 5. En numéro 21, Uncharted qui obtient la note de 3,3 sur 5. Voilà. En numéro 20, on retrouve Adam à travers le temps avec une note de 3,3 sur 5. En numéro 19, et je suis très déçu, c'est Le Visiteur du Futur qui obtient la note de 3,3 sur 5. Un film français très exceptionnel dans notre culture populaire française. Voilà. Un peu un ovni à la Kaamelott, si vous voulez ce que pour les plus âgés qui me suivent. Voilà. En numéro 28, 18, on retrouve Werewolf by Night qui obtient la note de 3,4 sur 5. Un sympathique spécial de Marvel, le tout premier, bien sûr. En numéro 17, on retrouve Prey, très sympa. Prey qui obtient la note de 3,5 sur 5, c'est pas mal. Ensuite en numéro 16, on retrouve Tic et Tac, les Rangers du risque, le film.
un peu surcoté, je trouve. Alerte rouge en numéro 15 avec 3,5 sur 5. Un peu, ouais, et après l'avoir revu, il était super sympa. En numéro 14, on retrouve Buzz l'éclair qui obtient la note de 3,5 sur 5. En numéro 13, Sword Art Online progressif, Aya of the Starless Night qui obtient la note de 3,5 aussi. En numéro 12, Les Mignons 2, Hills Q Group qui obtient la note de 3,5 sur 5. En numéro 11, Enola Holmes 2 qui obtient la note de 3,6 sur 5. On continue avec le fameux top 10. On continue ensuite avec le fameux top 10 et on commence en numéro 10 avec Glass Onion, une histoire à couteau tiré avec une note de 3,6 sur 5, très bien pour eux, voilà. En numéro, parce qu'il était très sympa d'ailleurs, et les gens trouvent que c'était une histoire compliquée, mais en fait tout est dans le titre. C'est une histoire qui paraît compliquée, mais qui au fond est très simple à comprendre. Et en voyant le film, vous vous rendrez que c'est vraiment c'est très bien pensé. En numéro 9, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, le meilleur Marvel de cette année du coup, qui obtient la note de 3,6 sur 5. Je trouve que les Marvel sont assez bien placés dans ce classement des avis critiques, et c'est très sympa. En numéro 8, on retrouve My Hero Academia World Heroes Mission, qui obtient la note de 3,7 sur 5. Très bien, voilà, très bien, tout ce que je pas grand chose à dire. En numéro 7, on retrouve Bullet Train, qui obtient la note de 3,9 sur 5. En numéro 6, Les Bad Guys, le nouveau DreamWorks qui est sorti en avril, mais bon, c'est de l'année dernière. Mais il est très bien. Il obtient la note de 3,9 sur 5, je sais pas si j'avais dit. En numéro 5, Jujutsu Kaisen 0, qui obtient la note de 4,1 sur 5. En numéro 4, la fameuse The Batman, qui obtient la note de 4,1 sur 5. En numéro 3, Le Chapeauté 2, La Dernière Quête, qui obtient la note de 4,2 sur 5. Et bien sûr, vous vous en doutez, qui est-ce qui serait en première position entre Avatar, La Voix de l'eau et Top Gun Maverick? Et bien bizarrement, c'est Top Gun Maverick qui se place à la première position avec 4,4 sur 5 contre 4,3 sur 5 pour Avatar, La Voix de l'eau. Pour l'avoir vu, Top Gun Maverick était très sympa, mais il n'en fait pas les merveilles. Très sympa. Et Avatar, La Voix de l'eau, il est vraiment incroyable. Mais bon, là vous allez le voir dans mon avis sur chacun de ces films. Voilà, donc c'est parti. En numéro 40, on retrouve L'âge de glace, les aventures de Pep White. Et bon, c'est le dernier. L'histoire est très mal écrite en ce qui concerne la cohérence avec l'univers et ses personnages, que ce soit des personnages qui auraient dû être présents, ou alors le milieu où se déroule l'histoire qui n'existe plus normalement. Les personnages ne sont pas très cohérents avec ce qui avait été développé durant le film d'avant. Une très grosse régression au niveau de l'animation, et le pire c'est que suite à différents rachats, le film a été lancé comme un film Disney. Ce qui est encore plus décevant pour ce gros studio, je trouvais extrêmement moyen. C'est une déception. Disney nous a habitués à mieux, même si c'est pas Disney, c'est mais c'est au début quand tu commences le film, tu vois le logo Disney, c'est comme ça qu'il retourne, c'est honteux. Bon, en numéro 39, on retrouve Hôtel Transylvanie, changement monstre. L'histoire était sympa, mais le véritable problème a été l'animation. Sony Animation nous habitués à beaucoup mieux, comme avec Spider-Man New Generation par exemple, ou les Mitchell contre les machines d'avant. Et l'animation qui arrive pour Spider-Man New Generation ou Across the Spider-Verse, pardon, ça a l'air incroyable. Il y a aussi les problèmes avec les passages qui avaient des problématiques censées être réglées depuis le premier film, c'est vraiment extrêmement dommage. Rien n'est cohérent, c'est honteux. Voilà, on continue. En numéro 38, on retrouve Morbius. L'histoire n'a tout simplement aucun sens et j'ai vraiment décroché tellement que c'est nul, et pourtant j'aime beaucoup les films comme ça et tout, je peux être rapidement pris par ces films et tout, mais c'était nul à chier. Les personnages sont sympas mais n'ont aucune logique avec eux-mêmes quoi. L'image sauverait peut-être le film parce qu'on a de super effets spéciaux, mais c'est pas possible de voir ça quand tu es à la fois Marvel et Sony quoi. Quand tu as l'expertise de Marvel qui te disent oui mais ça peut pas être une bonne idée, mais tu les écoutes, merde. Et puis surtout la scène post-générique, à quel moment Marvel Studios valide ça? À quel moment Marvel Studios se dit putain ça peut être une bonne idée de... Non, le vautour n'a rien à faire dans l'univers de Morbius, et encore moins de chercher Spider-Man. Son arc narratif au vautour s'est arrêté à la fin de Spider-Man Homecoming, comme il a du respect pour Peter, il n'a plus rien contre lui, il a sauvé sa vie, il a sauvé la vie de sa fille, il a rien
n'a contre Peter, il a plus rien, il le respecte. Limite, si dans d'autres circonstances, ça aurait pu être allié en tant que héros, je veux dire. Voilà. Bon, ben on continue. On continue en numéro 37 avec La Bulle. Donc l'histoire est sympa car on a d'un côté les vraies images avec des effets spéciaux et tout, d'un navet, et d'un autre côté on a une histoire autour de la vie de confiné. En gros, c'est une métaphore, genre le film est un vrai navet parce qu'il montre des choses de navet, enfin de film nul quoi. Les personnages sont soit très énervants, soit chiants ou à la limite sympa et rigolo. Et la réalisation est très kitsch, donc assez moyenne. Mais Pedro Pascal c'est un putain de génie dans ce film. Mais vas-y, c'était sympa de voir la même mise que peut avoir les studios sur un film ou alors sur des acteurs tout simplement. Et voilà. On continue. On continue avec Arthur Malédiction. Je ne m'attendais à voir quelque chose d'extrêmement nul, mais en réalité ça allait. C'est quelque chose de plus de marrant que d'effrayant. Marrant parce que c'était extrêmement nul. Les personnages sont vraiment d'une débilité affligeante. Jamais rarement vu quelqu'un d'aussi débile. La réalisation c'était vraiment moche et la maîtrise de la caméra était faite par un enfant de 2 ans. J'ai une haine incroyable envers ce film d'un univers qui était génial à la base. En numéro 35 on retrouve Prey, alors que c'était sympa, un peu strange un peu, mais ça change beaucoup et ça fait du bien d'ailleurs que ça change par rapport à la saga Predator, de revenir à une époque qu'on pensait jamais pouvoir exploiter dans les films, mais c'était assez sympa, et c'est quand même la grande surprise que Disney proposer quelque chose comme ça, et accepté. Bon, c'est plus Star que Disney, mais c'est une grande surprise de voir que Disney est capable de prendre des grandes licences et d'en faire quelque chose de super bien. Mais bon, c'était pas tip top quand même, mais c'était bien par rapport au reste de la saga et surtout les derniers films de la saga qui étaient pas foufou, je trouve. Quoique le créateur de Shane Black de 2018 était pas mal plutôt, mais bon. Là, Prey, c'est sympa. Et ah oui, le petit plus, c'est quand même qu'il est fait dans la langue d'origine de là où se passe l'histoire. Ça, je trouve que c'est un petit easter egg assez sympa. On continue. Numéro 34, Super Héros malgré lui. Alors, le nouveau film de Philippe Lachaud, qu'est-ce que j'en ai pensé? Mais... alors, c'était super bien ensemble, c'était très sympa et tout. Bon, après, le jeu d'acteur est bien parce que c'est un jeu d'acteur assez comique. Alors qu'il se prend pas sérieux. Par contre, t'as l'impression que dans tous leurs films, ils jouent le même personnage. C'est fou ça. Même s'ils ont des looks différents, des vies différentes, c'est assez bizarre. Et aussi, l'élément principal, c'est 2 éléments. Ils ont voulu faire de l'humour sur 2 trucs qui vraiment arrivent trop tôt dans l'histoire. C'est pas dans l'histoire du film, dans l'histoire en général. Parce que, par exemple, avec Notre-Dame, à un moment, Notre-Dame se retrouve brûlée à nouveau. C'est trop tôt pour le faire cette blague. C'est une blague de très 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 mauvais goût. Et aussi une blague par rapport à une vraie arme qui se retrouve dans un lot d'armes factices et qui se retrouve. Il y a un mec qui se retrouve à tirer sur Tom Cruise avec cette arme. C'est extrêmement proche de l'affaire d'Alec Baldwin qui a été quand même un incident très très traumatisant pour le monde du cinéma en général, je dirais. Mais je trouve que c'était extrêmement tôt et c'était pas la meilleure chose à faire maintenant. Mais voilà, beaucoup d'humour, mais il y a beaucoup d'humour de mauvais goût dans le film, donc du coup c'est pas foufou. Voilà, bon on continue. En numéro 33, on retrouve Tic et Tac, les Rangers du risque, le film. Donc l'histoire est super sympa, il fait des hommages à toute la culture, cinéma et série, et pas forcément du Disney, ce qui est plutôt un bon point. Mais les personnages sont sympas, mais il y a quelques personnages que je dirais très étranges. La réelle est assez sympa, avec un mélange de 3D et de 2D, et de plans dans le monde réel. Mais il y a des fois c'est un peu bizarre quand même, c'était un peu dégoûtant l'animation. Parce que quand même Disney a fait de bien meilleures animations. Disney a aussi fait de bien meilleurs trucs en termes d'histoire et tout, mais bon, c'est que c'est un peu une métaphore du cinéma actuel où tout ce qui est petit et qui grandit trop vite, bouffe ça dégage. Et vraiment, c'est peut-être le propos intéressant du film. Bon on continue. En numéro 32, on retrouve Hocus Pocus 2. Donc c'était franchement super sympathique, un bon Disney fidèle au premier film.
que j'ai découvert juste avant, donc oui, c'est à voir pour passer un moment sympa, mais uniquement dans la période d'Halloween. Sinon, dans une autre période, voilà, c'est pas ouf. Enfin, c'est pas ouf, ça te met pas dans l'ambiance. Les effets spéciaux ont un style super sympa, les personnages sont super sympas et ont un super développement pour un film assez court. L'humour est chouette sans être lourd. J'ai adoré la scène qui est un peu sensible au premier. C'est une scène où les sorcières sont à une sorte de bal. Enfin, pas une balle, mais une soirée costumée où il y a tous les gens de la ville. Et elles se mettent à chanter pour envoûter les gens qui sont sur scène. Et je trouve que la chanson dans le premier film était super sympa. Et là, dans ce deuxième film, elle est super intéressante. Enfin, pas super intéressante. Je veux dire, super entraînante. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Et voilà. Film sympa, à voir, mais uniquement Halloween. On continue ? On continue en numéro 31 avec Pinocchio de Robert Zemeckis. Eh ben c'était juste bien, il y a une énorme reprise du film d'origine mais avec des ajouts très sympathiques comme l'ajout du marionnettiste qui communique à l'aide d'une marionnette avec Pinocchio ou bien de nouvelles chansons qui sont très sympas. Les personnages sont sympas et proches du film original et le jeu de l'acteur de Tom Hanks est très touchant. Mais après bon, il est touchant mais il est pas... Ah mais quand même touchant, ça devient assez exceptionnel. Donc vas-y, on va dire qu'il est exceptionnel. Je l'ai trouvé super beau visuellement. Ah non, des fois il était pas tout... Bon, il était bien visuellement, pas beau, bien. Il y a des moments où ça allait pas et des moments où ça allait, voilà. Avec un petit aspect fantaisiste, pardon. Je trouve que Pinocchio est super bien fait, mais le Jiminy Cricket m'a un peu dérangé, il est cringe, comme on a dit. Et c'est pas fou quoi en termes d'effet pour Jiminy Cricket, alors que Pinocchio il est super bien fait, si on compare. Voilà. Bon ben on continue. On retrouve à la place numéro 30 l'agneau musée, le retour de Camondra. Donc du coup c'était très chouette. L'animation 2D est super jolie, elle ajoute certains personnages intéressants comme Jeanne d'Arc. Les personnages sont fidèles au film, la musique est fantastique, l'humour est à la hauteur de la trilogie originale. Petit bémol, il est compliqué de les placer dans la chronologie de l'histoire qui sont incohérents, mais c'est pas grave, c'est un programme très fun quand même. Si je dirais si je dois dire un truc qui m'a un peu flatté dans le film, c'est qu'ils ont réussi à remplacer l'acteur qui jouait le colonel Roosevelt. Non, j'ai oublié son nom. Et Robin Williams, voilà. Ils ont réussi à remplacer Robin Williams, qui est quand même exceptionnel comme acteur. Et c'est triste de voir ça, mais c'est pas grave parce que le film est quand même assez fantastique en son genre. On retrouve en numéro 29 Black Adam. Donc c'était très sympa, ce n'est pas le meilleur film de l'année, mais c'était moins pire que l'idée que je m'étais faite du film. Et avec les avis sur Twitter, le plot twist de fin est super bien trouvé, la musique est super chouette, les personnages étaient bien écrits de manière convenable, c'est-à-dire qu'ils n'étaient ni mauvais ni bons, ils étaient très classiques pour des films de super-héros. L'histoire a réussi à être inattendue par moments, les acteurs étaient bons à part Zorro qui était très moyen. Voire pas bon du tout, parce qu'en fait ça se voit que c'est un film qui est commandé par Zorro, parce que Zorro a été producteur sur le film, et vu que dans ses contrats il y a écrit oui il doit pas faire ci, il doit pas faire ça, il doit faire ça, voilà, le film c'est clairement une commande de Zorro qui n'est pas une commande des studios, voilà. Donc pour une fois que c'est les acteurs qui commandent le film, fallait juste que ce soit réussi pour une fois. Donc voilà, on passe à la suite. On retrouve en numéro 28 les Secta. Alors j'ai regardé ça parce que j'avais du temps à perdre. J'ai pas été déçu, c'était assez rigolo, c'était assez sympa. La dynamique entre les personnages et tout, les acteurs et tout, c'était assez marrant. Ça se voit que c'est une bande de potes qui se fait plaisir et qui est un peu, non je dirais, je compare vraiment, mais c'est de très loin la bande à Fifi. C'est une bande de potes qui se font plaisir. Et là, ils ont repris, là pour les Secpa, ils ont l'autre bande de potes qui a fait les Secpa ont pris un concept de leur chaîne YouTube, de leur groupe de potes, et ils l'ont amené au cinéma, et je trouve que c'est très bien réalisé. Pour un film français, c'est très bien réalisé, c'est très bien, il y a beaucoup d'humour, et l'humour est assez drôle. Il y a une partie assez touchante et qui fait réfléchir sur la vision qu'on doit avoir des gens qui ne sont pas du même milieu que nous, enfin, du même milieu, qu'on ne pense pas du même milieu que nous, voilà, enfin, que nous, auquel on appartient, voilà. Bon, je ne veux pas faire de propos polémiques, mais voilà.
Bon ben on continue. On continue avec Avalonia, l'étrange voyage au Strange World en VO. Donc du coup c'était une réelle surprise, le film aurait mérité d'aller dans les salles de cinéma. Il est la malheureuse victime de la guerre entre Disney et le gouvernement français au sujet de la chronologie des médias. Des personnages qui ont des bonnes problématiques et un chemin narratif intéressant. Les designs des personnages sont super beaux et changent des designs habituels des studios Disney. Le jeu vocal est intéressant, il n'y a pas l'utilisation de Star Talent, ce qui permet d'avoir un jeu professionnel. Je parle de la partie française en tout cas. En conclusion, c'est le film parfait pour vos soirées d'hiver sous la plaide. Et oui, parce que c'est ce que c'est. C'est ce qu'est le film. Un film idéal pour les soirées de plaid sous le plaid. Voilà. En numéro 26, on retrouve Les Animaux Fantastiques, les secrets de Dumbledore. L'histoire au début est peut-être assez perturbante, mais au fil de son récit devient de plus en plus intéressante, ce qui en fera le meilleur film de cette trilogie. Les personnages sont tous assez différents et assez intéressants. À suivre surtout Kowalski, que l'on redécouvre dans ce film. Juste dommage que Tina soit pas présente. Bon, c'est une victime du Covid, je sais pas dans quel sens, parce que je crois qu'elle a eu le Covid et ça l'a empêché d'aller tourner là où ils ont voulu tourner les films. Et voilà. Donc du coup, magnifique visuellement, c'est peut-être celui de la trilogie avec les meilleurs effets spéciaux. Mais après, le film est sympa, mais sans plus. J'en ferai pas des folies. Parce que je pense que c'est le film qui causera un peu la perte de la trilogie Les Animaux Fantastiques, parce que c'est le film qui a fait le moins d'entrées d'entrées au box-office mondial. Je crois que le film n'est même pas rentable, ça, pour vous dire. Voilà, donc le film est sympa, mais il n'a pas eu peut-être le succès qu'il méritait. Bon ben on continue. En numéro 25, on retrouve Alerte Rouge. L'histoire est très sympa, il y a un bon concept et des thèmes qui sont abordés très intéressants. On sent que la réalisatrice a mis de son expérience personnelle dans le film. Des persos très sympas avec des relations très bien travaillées et développées. Et un style graphique très nouveau chez Pixar et qui est très sympa tout en rentrant dans le style du film. Donc d'ailleurs ce nouveau style graphique chez Pixar, on l'a vu aussi avec le film Luca. Et vraiment ça fait du bien, ça fait énormément de bien à Pixar de voir un style graphique différent et très intéressant. Donc voilà. J'ai rien à dire sur ce film, on continue. En numéro 24, on retrouve Buzz l'éclair. Le film est super bien pour sa manière de raconter les origines de notre héros galactique préféré, que l'on connaît tous. Mais on sent que c'est le premier film d'une nouvelle trilogie, mais ce n'est pas si mal puisque l'univers donne envie d'être exploré et exploite aussi. Les personnages sont super sympas, juste dommage que la VF cache un peu les choses parce qu'on avait de très bons acteurs en VO, c'est vrai. Taika Waititi, le frérot. La réalisation est magnifique, il y a de merveilleuses images, un film de toute beauté. Mais on sait que le film n'a pas eu un grand succès au box-office, donc je pense qu'il y a très peu de chances qu'on revoie Buzz l'éclair à l'écran dans le futur. Et c'est dommage parce que il y a un avenir qui a été possible pour cette trilogie, on va dire. Et voilà, c'est dommage. Le film était peut-être un peu trop comment dire, pas optimiste, je dirais. Il se lançait dans des choses qu'ils n'ont pas l'habitude. Voilà, des choses inhabituelles. Ils se lançaient dans des choses inhabituelles. Et ça se voit qu'ils ont pas maîtrisé le truc. Mais c'est pas de la faute de Pixar, je dirais que ça faisait 3 ans et demi. Mais leur dernier film c'était Toy Story 4 au cinéma. En avant il était sorti un petit peu au cinéma, mais il n'a pas eu une exploitation complète. Quand je parle de dernière fois au cinéma, je parle d'exploitation complète et je parle de Toy Story 4. Le dernier film qui a eu une exploitation complète sans Disney Plus ou quoi que ce soit, c'était Toy Story 4. Et depuis, ils étaient sur Disney Plus, donc c'était compliqué d'avoir une bonne exploitation. Et c'est peut-être ça qui a causé la perte du film, c'est qu'ils reviennent avec un film Buzz l'éclair au cinéma, je précise, et que ils s'attendaient pas à ce que le public ait pour les Pixar. Voilà. Mais je sais, c'est compliqué parce que en gros, Pixar n'a pas sorti de film Pixar au cinéma depuis très longtemps, et donc du coup peut-être le public les a oubliés dans ce qui concerne le cinéma. Voilà. On continue. En numéro 23, on retrouve Top Gun Maverick. C'est vrai que le film est cool,
façon de raconter l'histoire, le film, et l'histoire en général est sympa. Après j'ai vu le premier juste avant, et le lien avec le premier, enfin, c'est la suite logique. C'est par rapport au personnage de Foster. Oui, Julia Foster, je me souviens plus trop. Mais le parallèle est assez particulier et assez émouvant, parce que quand on sait ce qui arrive à son père, ce qu'il fait dans le film, ça me touche. Voilà. Enfin, son parcours, il veut prouver à Maverick qu'il en est capable, qu'il peut réussir là où son père a pu échouer. Voilà. Sinon, j'ai rien à dire sur le film, il est très bien, mais malheureusement, c'est pas le meilleur de ce top. Voilà. Alors que sur le top des critiques, c'est le numéro 2. Voilà. Non, c'est même le numéro 1. Oui, voilà. Donc, c'est pour vous dire à quel point il y a un écart entre l'avis du public et mon avis à moi. Et on continue. En numéro 22, on retrouve Sword Art Online Progressive Aria of the Starlight Night. Donc, du coup, je ne connaissais rien à l'univers, mais j'ai bien aimé le film. C'était, ma foi, fort sympathique. L'histoire était sympa et donne envie de voir l'anime. Le parcours de nos héros de Asuna est intéressant et on pourrait la comparer de 0 à héros, parce que vraiment elle part de rien. Et sinon, en réalisation, de superbes images. C'est tout ce que j'ai pu dire sur ce film, parce que moi je connais rien à l'univers de base, mais ça m'a permis de le découvrir. Et en fait, donc, de ce que j'ai compris, ce film-là, c'est le début de l'animation, de l'anime, vu du point de vue d'Asuna. Et c'était, ma foi, très sympa. On continue. En numéro 21, on retrouve Jujutsu Kaisen 0. J'ai bien aimé le film, l'histoire était un peu découpée d'une manière bizarre, qui aurait très bien pu se faire en format série sous la forme d'une mini-saison, mais je ne peux rien dire par rapport au lien avec l'anime car je ne l'ai pas encore vu. Les personnages sont sympas, on les développe tous bien, surtout les personnages principaux. Pour la réalisation, on a de magnifiques images de réalisation, mais pas aussi beau que le film de Seigneur sur la film, qui est vraiment incroyable et qui d'ailleurs sort bientôt sur la je peux valider. Pour moi, c'est sort demain. Donc, je peux valider le 26. Voilà. Mais quand on compare avec l'animation de Demon Slayer, c'est vraiment un autre niveau. Voilà. Mais on continue. En numéro 20, on retrouve My Hero Academia World Heroes Mission. J'ai adoré le film et l'histoire. C'était pas la meilleure histoire de 3 films, mais elle avait de très bons enjeux. Pour les personnages, un bon moment pour le trio de Bakugo et Shoto. Un bon point pour le nouveau perso qui est super intéressant, mais un alter pas ouf quand même. Par contre, c'est dommage qu'on peut pas plus d'éléments de la série A. Le film était super beau, mais il y a quelques endroits l'animation était pas ouf du tout, voire catastrophique. Mais retravaillé, ça pourrait être magnifique. Hâte de voir la version DVD. Parce que je pense que moi, ça fait longtemps, je l'ai toujours pas vu la version DVD. Que je voulais acheter pour voir si l'animation était améliorée, parce que c'est souvent comme ça avec les films ou bien les animes en général. La version, vu qu'ils sont un peu limités dans le temps pour que ce soit sortir les films ou les séries, ils n'ont pas trop le temps de sortir l'animation et donc du coup c'est assez bâclé. Mais souvent la version DVD ou Blu-ray, elle est super bien retravaillée et ça fait du super taf. Comme pour Attaque des Titans saison 4. Que ce soit la partie 1 ou la partie 2. Non, comme quoi, par contre, non, la partie 2 était super bien animée par contre. Mais bon, ça on en parlera dans le top série de 2023. Voilà, ça c'est un petit teaser. Mais donc du coup, des 3 films d'animation que j'ai vus, c'est le mieux en termes d'histoire et de personnages, mais c'est le pire en termes d'animation. Voilà. On continue. En numéro 19, on retrouve Les Mignons 2 et Était une fois vous. Eh ben, c'était super sympa, il était mieux que le premier film des Mignons. Et il n'y avait pas trop de star talent. Ah si, il y en avait quand même un peu, mais c'était très sympa. Bon, après, j'ai peut-être trouvé assez court le film, il dure que 1h20. Quand j'ai pas été le voir au cinéma, j'ai sur Canal Plus il y a pas longtemps. Et je vois le film dure 1h20, c'est extrêmement. Mais ils arrivent quand même à se débrouiller pour donner un film super sympa, qui tient dans les temps, et surtout qui fait le taf niveau cohérence et tout. C'est l'un des meilleurs films d'animation de Illumination
depuis les premiers moments chez les champs, ils ont tous fait du bon taf. Mais je pense que là, le bijou de la couronne chez l'élimination, c'était, enfin pas c'était, mais ce sera le film sur Mario. Voilà. Mais l'Union 2, c'est sympa. Le Star Talent français, je précise, parce que vu que l'élimination, c'est un studio français, ils pensent surtout pour le Star Talent français et pas américain. Je trouvais que c'était vraiment de la bonne qualité. Gérard Darmon, tout ça. Et ils ont repris la voix, du coup, c'est super marrant. Donc voilà. On continue. En numéro 18, on retrouve Enola Holmes 2. C'était un film super chouette avec une histoire qui nous tient en haleine du début à la fin. On sent une suite qui pourrait être de qualité. Les acteurs sont de qualité et chaque personnage a sa propre histoire intéressante. Son propre arc narratif, par exemple, avec Enola qui essaye de retrouver cette fille, ou alors Sherlock Holmes qui essaye de procéder Moriarty. Le fameux Moriarty qui est l'ennemi juré de Sherlock Holmes dans les livres de Arthur Conan Doyle. Et vraiment, je pense que le prochain film va être super intéressant, sachant que spoiler, Moriarty s'échappe. En numéro 17, on retrouve Bullet Train. Alors, vraiment, ce film, c'est un truc qui me disait, bon, vas-y, je vais regarder ça, ça va être un bon petit nanar, ça va être rigolo et tout. Mais, grande surprise, c'était super fun. Je pense que je me suis jamais autant amusé devant un film. Et enfin, pas autant amusé, mais c'est un peu... C'est tellement ridicule par moment que ça en devient ultra comique et je pense que... non, mais surtout magnifique. C'est magnifique, il y a une beauté visuelle dans ce film qui est incroyable. Brad Pitt est très marrant. Et voilà. Aussi, ce qui est sympa, c'est la partie enquête parce que tu essaies de savoir qui fait quoi, qui est là, pourquoi ça, pourquoi si. Et à la fin, t'es quand même assez surpris parce que tu vois pas la fin venir, quoi. Mais c'est assez trash et ça, c'est rigolo. Ça a un petit effet un peu South Park. Non, quand même pas. Mais c'est assez trash quand même. Mais c'est un film que je recommande. En tout cas, je le recommanderais à n'importe qui. Voilà. Parce que c'est un film très fun. Tu t'ennuies un soir, tu regardes ça. Tu veux faire une soirée entre potes, regarder un truc pour vous marrer, vous regardez ça. C'est tout simplement. En numéro 16, on retrouve Le Chapeauté 2, La Dernière Quête. Donc du coup, c'est le film qui était parfait et surpasse les Disney Pixar de cette année en proposant ce qui manque au film de studio que cité, un méchant. En le personnage du grand méchant loup qui est d'une qualité que l'on a rarement vue depuis des années. Du point de vue de l'animation est extraordinaire, on sent l'inspiration de Spider-Man Across the Spider-Verse, prochainement je veux dire, mais Into the Spider-Verse précédemment je veux dire, mais ne lui arrive pas encore à cheville. Les doubleurs, que ce soit VO et ou VF, ils font du très bon travail. Les doubleurs VF rendent le loup très effrayant grâce à son jeu qui est très impressionnant. C'est rare de voir ça chez de la VF, de voir un jeu d'acteur VF assez impressionnant. Je suis plus VF que VO, mais des fois c'est cool de voir des films en VO. La relation entre les personnages de Poté et de Kitty est très bien travaillée et à sa nuance et son importance. Et aussi, Perrito, il est ultra drôle et vraiment ça se voit que c'est le comic relief du film. Et donc la relation entre Poté et Kitty est très bien travaillée comme je l'ai déjà dit et à sa nuance et apporte son importance dans le film. L'histoire pour faire évoluer notre chat préféré. Le teasing de la fin m'a donné des frissons et m'a donné très envie de voir en figure Shrek 5. Je suis pas un grand fan de la saga Shrek et du premier chapeauté, mais ce film m'a donné très envie de voir une suite, une éventuelle suite, que ce soit qui se passe à fort lointain ou autre. Voilà. Bon ben on continue. En numéro 15, on retrouve Les Bad Guys. Vraiment, c'est une grosse surprise de cette année niveau de DreamWorks. Bon, du coup, j'ai préféré Les Bad Guys au chapeauté parce que je trouve que Les Bad Guys avaient cette touche de nouveauté, que ce soit en termes d'animation ou en termes même d'histoire. Bon, c'est des méchants qui veulent devenir gentils. Bon, c'est du vu et du revu. Mais en fait, c'est apporté d'une manière tellement touchante et avec une imagerie assez intéressante que t'es obligé d'adorer ce qui se passe à l'écran. Voilà. Et c'était vraiment très fun et je le reverrai sans aucune hésitation. D'ailleurs, par rapport aux Bad Guys,
le truc que je voulais dire, c'est je sais quel méchant il aurait fallu. Peut-être ça aurait été un peu trop fantaisiste, mais peut-être un alien. Ça aurait pu être rigolo, ou des créatures fantastiques, ça aurait pu être genre des vampires ou des trucs comme ça aurait pu apporter une touche un peu plus rigolote au film. Mais bon, c'est pas grave, c'était un très bon film. Et peut-être que ça arrivera dans une future suite, peut-être. Qui sait. En numéro 14, on retrouve le premier téléfilm de Marvel, et il s'agit de Werewolf by Night. Et ben c'était vraiment une énorme dinguerie. Vraiment, Marvel nous a fait super plaisir, et à avoir regardé la communication, enfin, aucune chose n'est sortie de ce film, il n'y a eu aucun leak. Le réalisateur a été connu au dernier moment d'ailleurs, Michael Giacchino, qui a fait du très bon travail de réalisation. Et donc du coup il passe de compositeur à réalisateur. Je pense qu'il a composé aussi la musique du film, parce qu'on sent sa patte, voilà. Et vraiment c'était incroyable. Marvel, faut qu'il nous fasse plus de choses comme ça. T'as des personnages pas trop connus du public, tu les introduis comme ça. C'est une des meilleures façons d'introduire des personnages dans le MCU maintenant. En numéro 13, on retrouve les Gardiens de la Galaxie, Joyeuse Fête. Et ben c'était très sympa. C'était un super divertissement qui joue avec les codes des programmes de Noël. Et c'est super fun, les acteurs sont trop top. Et le programme apporte son lot de surprises. C'est vraiment un Gardien de la Galaxie 2,5. On attend la suite, mais on veut quand même passer un dernier bon moment avant que je pense que ça va être l'un des moments les plus tristes du MCU, je pense. Enfin pour moi en tout cas, parce que moi j'ai découvert le MCU avec le film Les Gardiens de la Galaxie. C'est le premier film Marvel que j'ai vu au cinéma, après je les ai tous vus au cinéma. Et ben je pense que il va peut-être y avoir des larmes au niveau des joues, voilà si tu vois ce que je veux dire. Mais voilà, ça va être la fin d'une époque. Et ce film ce téléfilm réussit à créer une sorte d'émotion, à nous montrer quelque chose de feel good et tout, alors qu'on sait tous très bien que ça va pas être la joie pour le prochain film. Mais bon, c'était un réel plaisir et on continue avec le numéro 12. En numéro 12, on retrouve Hollywood Stargirl. C'est une histoire magnifique qui encourage au rêve et qui nous montre la beauté de tout faire pour le réaliser. Dommage que l'on ne retrouve pas les mêmes personnages que dans le premier film, mais c'est quand même rafraîchissant et un essai réussi. La réalisation est une beauté absolue, c'est vraiment... En fait, ce film est une poésie de la première seconde à la dernière seconde. Il te montre qu'il faut voir la beauté de la vie, croire en ses rêves et croire en son âme d'artiste. C'est ça, c'est un peu croire en ses rêves de réalisation de projets artistiques. Par exemple, ils veulent réaliser un film, ils se donnent les moyens pour le réaliser. Et c'est fait d'une manière assez poétique tout au long du film. Et je comprends pas pourquoi il obtient une si mauvaise note. Je crois qu'il a eu 1,9, un truc dans le genre. Je ne comprends pas pourquoi il obtient une note aussi basse alors que c'est un film exceptionnel. Je ne comprends pas. Bon ben on continue. On retrouve à la 11e place au bord du top 10 Uncharted. Une très bonne histoire de chasse au trésor qui est très bien amenée. Les différents éléments importants amenés petit à petit dans le film sont bien répartis. Pour les personnages, un très bon duo de Drake et Sully, qui sont un très bon duo comique. Bon, après, avec leurs acteurs Mark Wahlberg et Tom Holland, c'était attendu, parce que ce sont de très bons personnages individuellement, mais ensemble, ça donne un duo incroyable. Et la relation sympa, rien à dire, de plus que, je dirais, assez classique depuis ces dernières années. Mais voilà, le film s'est fait défoncer par la critique, alors que pourtant, il aurait pas dû mériter de se faire défoncer à ce point. C'est très chouette, c'est très sympa, il mérite toute la considération du monde. Parce que je pense qu'il réussit là où d'autres films de jeux vidéo n'ont pas réussi. Je parle au Evil Dead. Je parle des Evil Dead, j'ai pas d'autres exemples en tête, mais il réussit à adapter un jeu, il reprend des séquences de jeu et il les met dans un film. Voilà. Bon, on continue. Bon, en numéro 10, on retrouve The Batman, le premier de ce top 10, et il s'agit de The Batman. Donc, une histoire géniale qui nous fait avancer d'énigme en énigme et qui nous fait bien réfléchir tout au long du film. Et la fin est inattendue. Le personnage de Batman est super bien travaillé, que ce soit Batman le héros ou Bruce Wayne, le philanthrope.
C'est juste dommage qu'il envoie Batman à 90% du temps. Pour la réalisation de super beaux plans magnifiques qui sont super bien pensés et vraiment un gros point pour l'aspect noir du film, je veux dire en termes de noirceur du thème ou alors l'aspect assez sombre du personnage où le film est sombre dans son ensemble. Voilà, pour bien résumer les choses. En numéro 9, on retrouve Glass Onion, une histoire de à couteau tiré. Et c'est très chouette, un très chouette divertissement, une superbe écriture pour une histoire surprenante du début à la fin. La réalisation est d'une grande qualité, Daniel Craig est un super bon dans son rôle d'enquêteur. La distribution est très bien trouvée et on voit tous les profils de coupables idéal. La fin est assez inattendue, il y a plein de rebondissements, ce qui est la principale qualité du film. En fait, le film, il essaie de te montrer que, comme l'oignon, genre, il peut y avoir tellement de couches, mais en fait c'est très simple. Ça peut te paraître compliqué en apparence, mais en fait c'est très simple. Et je trouve que c'est assez bien trouvé. Et le film était sympa. J'avais adoré le premier couteau tiré que j'ai, à couteau tiré que j'ai vu juste avant. Et ben c'était très sympa de regarder les deux à la suite. Et puis vivement un troisième qui je crois arrivera peut-être cette année sur Netflix, je crois, si j'ai bien compris. Ou l'année prochaine sur Netflix. Je crois qu'il tourne cette année. Mais vraiment, foncez le voir sur Netflix, voilà, c'est cool. En numéro 8, on retrouve Adam à travers le temps. Et ben, l'histoire est super sympa avec un très bon traitement du voyage dans le temps, avec un film qui établit les voyages dans le temps d'une manière très correcte, sans incohérence. Pour les personnages, on a tout d'abord de très bons acteurs qui jouent de très bons personnages, qui ont été très bien écrits, ainsi que leur relation avec les autres personnages. Que je parle du jeune, je me souviens plus du personnage joué par Ryan Reynolds, ou alors du père qui est joué par Mark Ruffalo. Par contre, le nom de personnage, je m'en souviens plus tous. Bah, Adam, je suis vraiment trop con. Donc le personnage d'Adam est très bien joué, que ce soit par sa version enfant ou sa version adulte. Voilà. Et sinon, pour continuer, on a une très bonne réalisation par Sean Levy, qui avait réalisé l'année dernière Free Guy. Et c'est un peu dans le même style, mais ça se voit qu'ils font du super bon boulot avec Ryan Reynolds. Et vraiment, c'est une équipe de choc. Pressé de voir ce que ça va donner, parce que je crois que c'est lui qui réalise Deadpool 3. Pressé de voir ce que ça va donner. Allez, on passe à la suite. Numéro 7, Black Panther Wakanda Forever. Alors du coup, je retiens principalement 3 éléments. Numéro 1, le film est vraiment génial du point de vue cinématographique, en sortant des codes des films Marvel, et ça fait du bien parce qu'il y a dans le film une part de noirceur qui est importante pour le développement du MCU à l'avenir, qui ces dernières années était un peu trop porté sur l'humour par rapport à la façon dont on doit être connu MCU. Après, je sais que c'est une utilisation dessus, il voit le format qui marche, il adapte. Donc le film est un vibrant hommage au regretté Chadwick Boseman, qui sans en faire trop et ne s'en prend pas trop sur ça, lui rend hommage comme il se doit. Mais le film est malheureusement trop long, malgré que tous les éléments montrés dans le film soient super importants, mais il y a quand même cette sensation de longueur tout au long du film. Les acteurs ont tous fait du bon boulot, notamment l'acteur de Namor qui était fantastique en cette nuance de héros, cette nuance entre héros, anti-héros et vilains. Ramonda est vraiment d'une puissance dans ses paroles, elle a un certain charisme. Le personnage de Rose est surtout là pour nous montrer que le point de vue des États-Unis. Aux États-Unis, avec ses liens avec le personnage de Valentina, qui est assez intéressant à explorer et surprenant. Alors, quand je dis Ross, c'est le personnage joué par, pas par le regretté William Hurt, futur Harrison Ford, mais par ce bon vieux Martin Freeman qui était Bilbo le Hobbit dans la saga du Hobbit. Mais bon, je m'égare. Valentina qui a un rôle assez important dans ce film, et on sait enfin pour qui elle travaille. D'ailleurs, enfin pas pour qui elle travaille, mais qui est-ce qu'elle dirige, et c'est assez surprenant de la voir d'ailleurs. Naka fait un chouette retour dans ce film et a un rôle beaucoup plus important que dans le premier film. Okoye et les Dora Milaje ont de nouvelles trames narratives assez intéressantes pour, je pense, aller à une série qui leur sera consacrée. Pour finir, les deux passages les plus importants du film sont l'introduction de Riri Williams, alias Iron Heart, qui a une présentation parfaite sans en faire trop. Pour finir, côté personnage, on ne peut que parler de Shuri, alias la nouvelle Black Panther, qui arrive à être à la hauteur de T'Challa, le héros de Chadwick Boseman, en apportant ses propres thématiques et problématiques, et son évolution tout au long du film est très intéressante. Maintenant, en ce qui concerne la musique, elle est fantastique et en accord avec ce qui se passe à l'écran.
Canabrida ou je sais plus l'autre film. Mais c'est fait par Rihanna en tout cas, je crois. Oui, c'est par Rihanna. Il me semble que c'est Rihanna. Visuellement, le film est le plus beau film du MCU. Enfin non, quand même pas le plus beau, mais quand même il a tenté des choses assez bien. Et les propositions visuelles montrées tout au long du film ne sont jamais ajoutées. En conclusion, Black Panther Wakanda Forever est un film qui avait les lourdes responsabilités qui étaient à la fois de rendre hommage à Chadwick Boseman et de permettre de continuer l'histoire de Black Panther. Et c'est une réussite de la meilleure des manières. Voilà. Numéro 6, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Une excellente histoire qui s'est égarée par moment, mais qui est revenue dans le droit chemin. Le multivers était assez bien exploré dans le film, mais il aurait pu être encore plus. Les personnages sont excellents, surtout Wanda qui vole clairement le rôle titre du film. America est assez sympa et on a envie de suivre l'aventure. Concernant les caméos toujours des Illuminati, donc on va faire cas par cas. Eden Carter, très bon, bien joué par rapport à Westy qui est arrivé il y a pas longtemps. Ensuite on a eu 42 en Captain Marvel. Ah bizarre mais vas-y, j'accepte. Ensuite on a eu Mordo. Bon bah c'est logique, de toute façon il n'était pas dans cet univers donc il fallait bien quelqu'un faire le job. Mister Fantastique, quelle surprise. Mais bon voilà. Et sinon, Professeur X, un plaisir de revoir l'acteur original de Charles Xavier. Bon, il fera pas 10 000 films, mais c'était un plaisir de le voir quand même. Et je trouve qu'ils sont assez bien introduits. Voilà. Et aussi Black Bolt. C'est cool, ils ont repris l'acteur de la série Inhumans. C'est juste que c'est dommage qu'ils aient pas repris les acteurs de Agent of Shield. Voilà. Et d'ailleurs, les acteurs d'Agent of Shield, je crois qu'ils vont juste reprendre Chloe Bennett alias Daisy Johnson. Mais voilà, bon, je m'égare. Pour la réalisation de Sam Raimi, qui était magistrale, voilà. Et surtout magnifique visuellement, jamais eu d'aussi beaux effets pour un film Marvel. Vraiment, je le répète souvent par rapport aux effets spéciaux chez Marvel, mais il s'améliore de film en film. Voilà. On continue avec le numéro 5. Numéro 5, Thor Love and Thunder. Et franchement, bah, c'était génial. Je me suis rarement autant amusé et kiffé devant un Marvel. Ça fait depuis Guardians of the Galaxy Volume 2 et Thor Ragnarok, sorti la même année comme par hasard, qu'on n'avait pas eu des films MCU aussi fun. Comme je l'ai dit plus tôt, c'est sympa d'avoir des films noirs, mais le fun c'est toujours cool. Ça marche, voilà, ça marche, c'est exactement la recette pour marcher quoi. Les persos sont intéressants avec leur mini-arc, chacun son mini-arc. Le perso qui a la meilleure évolution du film est bien entendu Mighty Thor alias Jane Foster, que l'on a le plaisir de retrouver après 8 ans d'absence sans compter Endgame. Thor continue son évolution au niveau de sa psychologie car physiquement il ne peut plus évoluer. Plus que ça, bon il est passé de obèse à quand même musclé de chez musclé quoi. Sinon Korg a une histoire assez sympa dans le film, a une place assez importante, et Valkyrie a une histoire qui est pas assez développée sur certains points, notamment sur le fait qu'elle ait une copine et qu'elle aurait perdu au cours d'une bataille. Les gardiens remplissent leur rôle à merveille, sans en faire trop. Ils sont là pour faire coucou, c'est nous les gardiens, souvenez-vous, dans un an il y a notre film qui arrive. Pour finir, côté perso, le méchant Gore est assez charismatique, mais son histoire est assez tragique, ce qui en fait un des meilleurs méchants du MCU. Juste dommage qu'il n'ait pas beaucoup de temps d'apparition dans le film. Vraiment, j'ai eu l'impression qu'ils l'ont un peu gâché, mais c'est pas grave, ils ont quand même fait un très bon travail avec. Et la réal de Taika Waititi est magnifique, avec de très bonnes idées de mise en scène, et on voit qu'il a pu kiffer pour réaliser son film. Je tiens à noter qu'il y a un point dans la fin du film qui m'a dérangé, mais je reviendrai là-dessus quelques semaines après sa sortie. Donc ça c'était mon avis à chaud, voilà, parce que voilà, je fais mon avis à chaud à chaque fois. Et dans ce cas-là, cet élément, c'est le fait qu'il ait tué Jane Foster. Avec Jane Foster, dans le MCU, on aurait eu un... Après, peut-être que c'est un problème avec l'actrice qui veut plus jouer dans les Marvel. C'est peut-être ça aussi, qu'elle a dit, bon allez, j'en fais un dernier pour histoire de me tuer, et puis voilà, on n'en parle plus. Mais Mighty Thor avait quand même le potentiel d'être un des meilleurs super-héros de l'univers Marvel. Mais bon, on a fini avec les films Marvel et on passe aux 4 derniers du classement, qui sont pas des Marvel. En numéro 4, on retrouve One Piece Red. Et oui, c'est une masterclass du début à la fin, le côté comédie musicale pourrait déranger certains, mais c'était justement génial pour moi, c'est ce qui a permis au film. C'est ce qui a permis de bien rythmer le film justement.
Le film est centré sur Uta et c'est à la fois génial et dommage. Génial parce que le personnage a été écrit à la perfection car il nous fait passer par toutes les émotions au fil du film. C'est juste dommage que tous les Mugiwara soient délaissés, ce qui fait que certains figurants ont plus de lignes de dialogue que certains Mugiwara, justement, les membres de l'équipage. Côté visuellement, c'est d'une beauté incroyable, les effets visuels donnent des frissons dans le dos. Les combats sont magnifiques, surtout lorsque Uta utilise son fruit du démon. Non, je parle surtout du combat avec Top Musica, ou alors t'as l'équipe de Shanks qui est synchronisée avec l'équipage de Luffy. Alors vraiment c'est incroyable comme c'est bien monté et tout. Les chansons de Uta sont super géniales en termes de mélodie et les paroles ont un vrai sens pour le film et dans la scène dans laquelle elles apparaissent. En gros, elles servent à raconter une histoire à travers l'histoire du film. La présence de Shanks est en partie une énorme surprise car je ne m'attendais pas à ce qu'il apparaisse autant dans le film. Les liens entre Uta et Luffy sont super bien présentés, notamment avec les flashbacks. Les liens avec l'histoire principale de l'anime sont de bonnes bases pour l'histoire, notamment avec la présence de certains personnages. Pour résumer, One Piece Red est un excellent film qui est très bon pour l'univers. Au seul problème qui est que les Mugiwara n'ont pas beaucoup de temps à l'écran. Ce film m'a donné des frissons du début à la fin. Si je devais dire un truc, c'est effectivement que j'ai pas l'impression qu'il soit tellement canon que ça. Parce qu'il y a vraiment des trucs qui me font dire ça c'est pas trop canon je pense. Mais bon c'est pas grave, j'ai écouté et voilà. Bon ben on continue. En numéro 3, on retrouve Le Visiteur du Futur. Donc du coup c'était vraiment génial et très ravi de voir ça dans le cinéma français. En regardant le film, j'ai eu l'impression de regarder un blockbuster américain. Les personnages sont très bien écrits, le scénario n'a pas de faiblesse, la réaction et le jeu d'acteur est très bon. C'est une très bonne suite à la série web, en espérant qu'il existe une suite à ce film qui est une pépite pour le cinéma français. Alors j'ai découvert la série web juste avant de regarder le film et vraiment j'ai vraiment surkiffé, c'est vraiment une masterclass et vraiment je regrette de pas avoir vu du tout. La première saison tu te dis ouais tu demandes où ça va aller et puis saison tu te dis putain quelle surprise. La musique du film, son thème principal et sa chanson originale créent un sentiment de moment épique. Le montage et les effets visuels sont super bien faits. En conclusion, le film est parfait à voir si vous voulez vous divertir. Alors par contre, la musique du film Take Me Back, je l'adore vraiment. C'est une musique que j'adore écouter souvent, que j'aime beaucoup écouter, parce qu'elle me met dans une émotion assez particulière. Voilà. Bon ben on continue. Voilà, qui est à la deuxième place, et bien, ça sera peut-être surprenant, mais c'est Jurassic World Dominion, ou Le Monde Perdu. Enfin, pas Le Monde Perdu, Le Monde d'après, pardon. Putain, ils me font chier avec leur monde. Alors, je l'ai vu 3 fois au cinéma, 2 fois en VF, 1 fois en VO. Donc, je vais vous dire mon avis à chaque sortie de film. Après, il y a plusieurs fois après, donc je vais vous donner mon avis global. Donc, du coup, première fois, je vais voir le film. Je le vois il y avait les 3 Jurassic World, donc Jurassic World que j'aime bien, sans plus, mais voilà. Jurassic World Fallen Kingdom qui est un de mes préférés de la saga, c'est le préféré d'ailleurs. Et après Jurassic World, le Dominion. Et ben malheureusement Jurassic World Dominion est mal passé par rapport à par rapport à après Jurassic World Fallen Kingdom. J'ai adoré du coup, mais voilà, je me suis dit c'est un peu décevant parce qu'on s'attendait à des gros trucs et tout. Ça nous a annoncé un truc dans le monde entier, mais on a eu ce qu'on a eu. Voilà, donc premier avis à chaud, c'est ça. Deuxième avis, j'y retourne une semaine plus tard, et là je me dis, ah putain, c'était pas si mauvais que ça en fait, c'était même très très bien. Et je me dis, putain, j'ai surkiffé le film, mais vraiment le truc qui me déçoit peut-être c'était le mauvais traitement un petit peu des versions principales. Et je vais le voir en VF, pas en VO, en VO sous-titré. Je sais pas si la VF a été mal faite ou quoi, mais j'ai beaucoup mieux compris le film en VO sous-titré. Et là vient mon premier visionnage à la maison. Donc du coup il faut savoir que le film a sorti une version longue du film dans le Blu-ray et c'est vraiment un très bon film en fait. En fait, le problème c'est qu'il manquait clairement quelque chose lorsqu'on voyait le film au cinéma, mais tu ne savais pas quoi. Et bien en fait avec ce film tu comprends que ce qui manque c'est des scènes qui te aident à faire le lien avec d'autres scènes et qui te dit ah ben il y a ça parce qu'il y a eu ça avant. Et voilà, donc du coup c'est
la version longue t'aide à comprendre. Et c'est pas normal qu'une version longue t'aide à comprendre un film en version cinéma. C'est pas normal. Et donc du coup, j'ai surkiffé le film, mais pas assez pour le mettre à la première position. De toute façon, il y a mes critiques sur le film, comment j'aurais vu le film, et voilà. Bon, ben, on continue avec le numéro 1 qui est, vous vous en doutez, Avatar, la voix de l'eau. Bien sûr, en numéro 1, évidemment. Pourquoi ne pas le mettre en numéro 1 alors que c'est un film exceptionnellement exceptionnel. Donc du coup, c'était juste waouh. Ce film était incroyable et il est magnifique et il propose que du positif et aucun point négatif. Tout est parfait de la première à la dernière minute. Je sais pas si vous voyez le même qu'il y a souvent sur TikTok avec le protecteur de The Boys. Il fait tout est parfait de la première à la dernière minute. Parfait. Dans ce même, c'est exactement pour parler de ce film. Le film a de superbes effets visuels et le développement d'une superbe technologie de HFR de 48 images par seconde et une 3D à couper le souffle. Très en attente pour un film réussi. Les enfants de cette famille sont super bien présentés et développés et c'est peut-être pour le mieux que ce soit plus les enfants au centre de l'histoire et à la place de leurs parents qui sont très en retrait dans ce film, surtout Neytiri. On a plein de thématiques qui sont super intéressantes et on sent que l'histoire va se centrer sur eux. Hâte de voir la suite en termes d'histoire, les acteurs sont fantastiques et rendent les choses très réalistes et vivantes surtout. La technique est quelque chose que l'on n'avait jamais vu auparavant et qui s'améliorera au fil des années et qui s'annonce très beau. Alors du coup, est-ce qu'on peut avoir de grosses attentes pour Avatar 3 ? Oui, je pense. Mais le film est assez excellent pour ne plus en parler, ce film il est excellent point. Je pense qu'il va rester dans les annales. Moi maintenant j'attends plus qu'à sortir un DVD pour pouvoir l'acheter et le revisionner encore et encore. Bon quand même pas. Mais bon. Donc je pense qu'il mérite amplement sa place de numéro 1. Je l'ai adoré. Et je pense que tout le monde l'a adoré aussi. Et j'ai beaucoup lâché de larmes. Rest in peace. Bon bah c'est tout pour aujourd'hui. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle page sur les infos Disney. Bye bye.